Le salaire est la somme d'argent que le capitaliste paye pour un temps de travail déterminé ou pour la fourniture d'un travail déterminé. Marx parle des salaires et dans les rémunérations, le capitaliste paye les travailleurs. Et la grande question, c'est d'où vient cet argent? C'est une des questions fondamentales de l'économie. D'où vient l'argent? Oui, c'est la question. D'où vient l'argent? Au cours de l'histoire, les thèses se sont succédé sans parvenir à conclure. Le profit est un concept fuyant. À qui ce revenu est-il attribuable? Au travail, au capital ou à l'entreprise? Les gens qui font des profits en Afrique, on a tendance à les appeler des profiteurs. Parce qu'en Afrique, on adore les néologismes. Par exemple, le premier ministère, on a l'habitude de l'appeler la primature. Vous voyez, les dos d'âne, on les appelle les gendarmes couchés. Et donc, il y a cette appétence en Afrique à utiliser les racines des mots et à innover. Donc, provenant des profits, effectivement, profiteur, c'est ce qui paraît plus immédiat. En fait, on a un problème ontologique, mais d'une manière générale, la théorie économique a un problème ontologique avec le profit, un problème définitionnel, en fait, avec le profit. La vision que Smith donne de l'individu, et notamment de l'individu qui va être un entrepreneur, un industriel, eh bien, c'est la vision d'un individu passionné. La recherche du profit, c'est une forme de passion. Et Adam Smith, en fait, il a écrit 2 ouvrages. Il y a la théorie des sentiments moraux, dans lesquels il s'intéresse surtout à la question des passions. Et puis, il y a la fameuse richesse des nations, ouvrage qui est considéré comme une sorte d'acte fondateur d'une science économique. Et Adam Smith nous dit, bah voilà, il y a un moment où les passions s'arrêtent, et où la raison commence, et ça, c'est l'économie, quoi. Alors, la question de l'origine et de la justification du profit a évidemment occupé des générations d'économistes depuis que le capitalisme existe, avec 2 grandes séries de réponses. D'une part, des gens qui ont voulu comprendre la valeur des marchandises comme proportionnelle au travail qu'elles avaient nécessité. Ça a donné une première génération d'économistes, dont le plus éminent était Ricardo, mais qui butait ensuite sur la question justement du profit. Il ne parvenait pas à expliquer l'origine du profit. Ce n'était pas non plus sa préoccupation principale, mais voilà. Et c'est là où, sur cette base ensuite, Marx a pu élaborer sa théorie justement du prix de la force de travail, du salaire comme prix de la force de travail, de l'exploitation, etc. Alors, là aussi, c'est l'histoire de la pensée économique, et rapidement et dans ses grandes lignes, est très éclairante pour essayer de marquer différentes conceptions du profit. On voit bien que dans la conception classique ou marxiste, avec d'ailleurs cette vision du capital comme des ressources que possède la classe dominante pour mettre au travail les groupes dominés. Alors le profit, ça va être ce que Marx va appeler la plus-value, c'est-à-dire le surplus qui va résulter de l'investissement de toutes ces avances, que ce soit les avances en matériel ou les avances en salaire, et l'investissement dans l'activité productive. Et on va observer, à partir d'une certaine époque, dans une partie de la planète, dans le monde occidental, effectivement, l'investissement de ces avances dégage un surplus. Et donc,
l'ensemble du surplus, aujourd'hui, ce sont des profits. Parallèlement à ça, et surtout à partir du moment où Marx, justement, avait identifié l'origine de l'exploitation, un certain nombre d'idées se sont développées et aujourd'hui dominent totalement le monde académique de la science économique pour contester que le profit soit un prélèvement sur la valeur créée par le travail et pour, d'une manière ou d'une autre, justifier son existence par le fait que finalement le capital, les moyens de production auraient en eux-mêmes une capacité à créer de la valeur. Alors, qu'est-ce qui concourt à la production? Le salaire, enfin le travail. Le travailleur apporte une certaine utilité, donc crée de la valeur ajoutée. Mais comme pour faire de la production, vous avez aussi besoin de machines, de bâtiments, etc., eh bien le capital, lui aussi, est utile et donc lui aussi crée sa part de valeur ajoutée. Et au bout du compte, vous aboutissez avec un raffinement d'équations et de choses théoriques comme ça à l'idée que si le marché fonctionne au mieux, eh bien chaque facteur de production est rémunéré à hauteur de la valeur qu'il a contribué à apporter. Et donc, si les salaires sont ce qu'ils sont, c'est parce que le travail a une certaine utilité, une certaine productivité. Si le profit est ce qu'il est, c'est parce que le capital, lui aussi, a une certaine utilité. Et si les profits sont beaucoup plus élevés que les salaires, c'est sans doute parce que le capital est beaucoup plus utile que les travailleurs. Les classiques, comme Smith et Ricardo, pensent que seul le travail est créateur de richesse, donc de profit. La production, les machines, les bâtiments, même le prix des matières premières, pour eux, tout est travail. Dans la continuité, Karl Marx explique que le profit résulte d'un vol, que le capitaliste accapare le travail de l'ouvrier. Le capital cherche sans arrêt la plus-value. Il cherche le profit maximal. D'où vient la plus-value? De la valeur créée par le travail des ouvriers, même si elle sert aussi à payer leur salaire. Le reste est la véritable plus-value. Les ouvriers créent beaucoup de choses. Une partie sert à rémunérer leur travail, le reste est profit. Le capitaliste cherche à réduire à tout prix les salaires. Si la valeur créée par l'ouvrier est fixe, plus le salaire est bas, plus le profit est élevé. La vraie source du profit vient de la capacité des capitalistes à extraire une plus-value. Ils embauchent des travailleurs à un certain salaire qui, en travaillant, produisent une valeur plus importante que ce qu'ils sont payés. La différence entre salaire et ce qu'on obtient sur le marché, c'est leur profit. Alors, si j'exprime graphiquement la théorie de la plus-value chez Marx dans un cas de ce qu'on appellerait de travail simple. Dans un cas de travail simple, j'ai par exemple un objet, une marchandise, dont la valeur va correspondre à 12 heures de travail. Mais cette valeur d'échange de la marchandise, donc ça c'est le prix de la marchandise, qui correspond à 12 heures de travail, pour la produire, cette marchandise, le capitaliste n'aura dû payer que 6 heures de travail. Donc là, ça, c'est, si vous voulez, le coût de production. Les heures payées, le coût de production ou les heures payées de travail simple. Par conséquent, il va s'approprier la valeur de 6 heures de plus de travail. Et ça, c'est ce que Marx appelle le surtravail ou plus-value. Surtravail ou plus-value, c'est la différence entre le prix de vente de la marchandise fabriquée par l'ouvrier et ce qui a été payé à l'ouvrier. Là, dans ce cas simple, le surtravail ou la plus-value, elle va être le double de ce qui a été payé à l'ouvrier en termes de travail, c'est 6 heures de travail.
Après la Seconde Guerre mondiale, pendant les 30 Glorieuses, les profits sont réinvestis et assurent la croissance économique. À partir des années 70, tout bascule. La finance prend le pas sur l'industrie. Tout commence par un article du futur prix Nobel d'économie, Milton Friedman. Milton Friedman, qui est le chef de file de l'école de Chicago, il publie dans le New York Magazine, à la fin des années 60, une chronique dont le titre est « La responsabilité sociale du monde des affaires et de faire augmenter le profit, de faire augmenter leur profit », si je traduis mot à mot. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça et pourquoi est-ce qu'il fait ça à ce moment-là? Donc, le profit, d'après cette chronique, c'est le but de l'entreprise. Le problème, c'est que en pratique, qu'est-ce qu'on voit, et en particulier dans l'économie américaine à ce moment-là, c'est que les entreprises, elles grossissent. Donc elles sont détenues par les actionnaires, mais ce qui est sur le devant de la scène à ces périodes-là, dans ces grosses entreprises, ça n'est plus tellement l'actionnaire, c'est le manager. Et le manager, c'est quelque chose de nouveau au XXe siècle et qui prend une place énorme. Et ça inquiète les gens de l'école de Chicago comme Stigler ou comme Friedman, qui dans les années 60 se disent « Non, mais celui qui possède l'entreprise, c'est l'actionnaire, et l'actionnaire, il se rémunère sur son profit, et donc le rôle de l'entreprise est supposé être de générer du profit pour l'actionnaire. Que fait le manager au milieu? Et donc il se retrouve à écrire cette chronique pour réaffirmer que le rôle social de l'entreprise, ça doit être de faire du profit. Mais quelquefois, un article rend très clair ce qui est en train de se passer, surtout quand on le relit rétrospectivement. Je pense à l'article de Milton Friedman de 1970 dans le New York Times, le magazine du New York Times. La responsabilité sociale des entreprises, c'est d'accroître ses profits. Et là, effectivement, on va voir le profit qui était un instrument au service de la croissance des entreprises. De ce point de vue, d'ailleurs, il y avait encore un certain lien avec la pensée classique. Le profit va devenir quelque chose qui doit être capté par le monde financier. Le raisonnement de Friedman est d'une simplicité diabolique. Et au fond, pour créer une entreprise, il faut de l'argent. Ce sont les premiers actionnaires. Cet argent, il est remis à des managers. Ce ne sont pas les actionnaires qui gèrent eux-mêmes. Et donc, ces managers qui vont faire tourner l'entreprise, embaucher des salariés, investir, etc., doivent gérer cet argent qui leur a été prêté. Ils doivent le gérer s'ils sont honnêtes, bien sûr, au bénéfice, tout en respectant la loi et toutes les réglementations. Ils doivent le gérer au mieux des intérêts de ceux qui leur ont confié l'argent. C'est un principe normal. Vous confiez votre argent à quelqu'un, il a le mandat de le gérer du mieux possible. À ce moment-là, on voit que le profit de l'entreprise devient très précisément le profit, une fois payé encore une fois toutes les rémunérations dont on doit s'acquitter, ça devient le revenu de l'entreprise réduite au fond au statut de quasi-actif financier. Et on perd complètement de vue, dans l'article de Friedman, il est d'ailleurs très peu question des salariés, on perd complètement de vue que, mais attendez, une entreprise, c'est pas uniquement des managers et des actionnaires. C'est des gens qui travaillent, qui fabriquent, qui serrent des boulons, qui réparent des machines, qui font tourner des machines, qui fabriquent des produits. Ces produits, il faut qu'ils aient des consommateurs. Le consommateur, on ne sait même plus où il est dans le paysage nouveau que Friedman est en train de dessiner. Alors voilà, là, le profit est en train de devenir, bien sûr, la propriété du capital, mais complètement aspiré par une représentation financière de l'économie. Et la coupure avec ce qu'il était à l'origine, le surplus qu'arrivait à dégager une collectivité humaine qui acceptait de réinvestir une partie des sommes qu'elle avait avancées. Cette très belle idée qui explique la croissance économique, c'est-à-dire en fait toute la dynamique qui s'est créée dans le monde occidental et puis maintenant sur toute la planète depuis la révolution industrielle, cet aspect-là a complètement disparu. Le monde économique et politique s'emploie à faire accepter cet accroissement exponentiel des profits. Avec beaucoup d'autres, le chancelier Helmut Schmidt participe à ce changement idéologique. Un changement qui donnera naissance à la théorie du ruissellement. 资本主义社会和资本主义生产方式当中
Oui, pour la société capitaliste et le mode de production capitaliste, le profit est au centre de leurs préoccupations. Certains affirmeront que nous en avons besoin, que le profit d'aujourd'hui est l'investissement de demain et les emplois d'après-demain. Dans un certain sens, ils ont raison en disant cela. Marx lui-même admirait le mode de production capitaliste, favorable au progrès, et qui avait joué un rôle très important. On peut très bien le voir quand on examine l'histoire du développement de l'humanité. Mais si on admet qu'à un certain moment, le mode de production capitaliste était nécessaire, son concept clé demeure malheureusement le profit. La question du profit est souvent posée, je dirais, à travers ce qu'on appelle la théorie du ruissellement. Donc, qui voudrait dire, eh bien, il y a des profits aujourd'hui, ces profits, certes, peuvent apparaître trop importants sur le coup, mais c'est une erreur d'analyse, une erreur d'optique. En fait, ils vont servir à investir et ils reviendront plus tard en développement. Je reviens, si vous voulez, à mes principes scientifiques. Cette idée, il faut que je la transforme en quel est le type d'activité qui va permettre d'organiser ce ruissellement et quel est le cadre de droit qui va permettre de l'organiser. Or, je dirais que avec la grande déformation de l'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va distribuer un certain nombre de profits, mais on ne va pas nécessairement les distribuer dans l'investissement. Donc, on va les distribuer à des actionnaires. Mais comme je vous l'ai dit, ces actionnaires, eux-mêmes, ça va être soit des grands fonds qui vont le distribuer pour faire des retraités, pour rémunérer les investissements justes des retraités ou des investisseurs, ou au contraire, ça va aller à nouveau nourrir, si vous voulez, des gens qui sont des détenteurs d'actions. Et donc, dans ce mécanisme-là, l'idée implicite, l'idée du départ, qui était que je vais avoir transformation des profits en investissement, n'est plus du tout garantie. Et au contraire, qu'est-ce qu'on a constaté depuis 20 ans? Eh bien, en gros, dans la période précédente, vous aviez, grosso modo, quand les profits augmentaient, les investissements augmentaient. Quand les profits baissaient, les investissements baissaient, avec un petit temps de décalage. Eh bien, la surprise de la période que nous décrivons, c'est non. C'est qu'on n'a plus cette corrélation. Et donc, du coup, on a eu, effectivement, ce que Lazonic appelait « profits without prosperity », c'est-à-dire on a eu, au contraire, un décalage entre les profits et les investissements. Et ça, c'est très, très grave pour le futur. On commence à avoir une dissociation entre les profits d'aujourd'hui et les investissements de demain. Pourquoi? Parce que le but des profits d'aujourd'hui, ça ne va pas être d'augmenter la valeur de l'entreprise en la faisant innover, ça va être d'augmenter à court terme la valeur financière de l'entreprise sur les marchés. Donc, soit en versant des dividendes aux actionnaires, soit en rachetant des actions, soit en faisant une OPA. Donc, Helmut Kohl, il parle d'une logique industrielle. Helmut Schmidt, pardon. Donc, Helmut Schmidt parle d'une logique industrielle. Et cette logique industrielle, elle est effacée par une logique financière dans les années 80, 90, 2000. Il y a quelque chose d'assez connu en économie et en politique, je dirais, presque plus qu'en économie. C'est l'idée formulée par, d'ailleurs, quelqu'un qui se disait de gauche, enfin social-démocrate, qui était Helmut Schmidt, l'idée selon laquelle les profits d'aujourd'hui étaient les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Alors évidemment, c'est une maxime qu'on répète aux salariés depuis maintenant quelques décennies, en tous les cas dans les pays riches, pour leur dire d'être patients, d'attendre et de bien vouloir avoir la gentillesse de servir de variable d'ajustement au soubresaut de l'économie capitaliste
pour leur bonheur futur ou, qui sait, celui de leurs petits-enfants, parce que tout le monde aura compris que le demain et l'après-demain, c'était métaphorique, hein, ça se comptait pas en heures. Alors, cette maxime, comme beaucoup de choses fausses, elle a évidemment un fond de vérité, mais il y a quand même un certain nombre de glissements très contestables dans la proposition. Alors, pour n'en citer qu'un, la notion d'investissement dans l'économie capitaliste, c'est un mot qu'on emploie tout le temps, mais qui veut dire des choses très différentes. Du point de vue du capitaliste qui fait l'investissement, investir, c'est transformer son argent en quelque chose qui va rapporter de l'argent. Voilà, c'est faire acte, disons, de faire fructifier ce qui devient un capital. Mais ça ne nous dit absolument pas ce qui se passe du point de vue de la société. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, et c'est ça par exemple que les pères fondateurs de la science économique avaient en tête quand ils parlaient de l'investissement, quand c'était chez Adam Smith ou Ricardo, l'investissement c'était la création de forces de production nouvelles. On transformait son argent en nouvelles usines, nouvelles machines, nouveaux cotons qui feraient que l'année d'après, la richesse globale matérielle de la société s'en serait accrue. Mais bien souvent, l'investissement, c'est pas ça. Hein. Si vous investissez simplement en rachetant plus cher une source de production existante, comme par exemple le monde capitaliste le fait en ce moment en battant à peu près tous les ans ses records de fusion-acquisition, vous ne créez pas un copec de valeurs nouvelles produites. Hein, et de ce point de vue-là, le profit d'aujourd'hui est certes l'investissement de demain, mais cet investissement est totalement stérile du point de vue de la société. Il y a un économiste allemand qui s'appelait Johannsen, qui à la fin du 19e appelait ça de l'épargne vicieuse. Hein, c'était assez bien trouvé. Un peu comme s'il y a une fin de partie de Monopoly, au lieu de dépenser de l'argent pour construire des nouvelles maisons et des nouveaux hôtels, les joueurs se mettaient à s'échanger leur argent pour se racheter les terrains en l'état sans plus rien construire dessus. Et ça, d'ailleurs, c'est un cours que l'économie capitaliste depuis 40 ou 50 ans, dans ce qu'on appelle la financiarisation, le néolibéralisme, c'est un cours de plus en plus prononcé, que les profits, au lieu de nourrir un investissement productif, une croissance de la production de la richesse réelle de la société, nourrissent des circuits financiers, nourrissent une économie de casino dont on ne sait pas très bien jusqu'où elle peut monter sans s'effondrer. Elle s'est déjà effondrée un certain nombre de fois avec des conséquences désastreuses sur l'économie réelle et de la vie générale, la période actuelle ne fait que préparer le prochain effondrement. De ce point de vue-là, les profits d'aujourd'hui ne sont absolument pas les investissements de demain ou alors des investissements spéculatifs et financiers sans aucune retombée bénéfique pour l'ensemble de la société. Et donc, la question qui me paraît centrale, c'est la question du réinvestissement des profits dans le cycle productif. Mais ce n'est pas une question nouvelle, hein, parce que quand vous étudiez la grande discussion entre David Ricardo et Charles Simon de Sismondi sur les effets du progrès technique sur l'emploi, vous savez que Ricardo écrit en 1817 les principes de l'économie politique et de l'impôt, et dedans il dit c'est une très bonne chose, le progrès technique, parce que ça permet d'augmenter les profits et donc l'activité économique et la création d'emplois. Voilà. Et Sismondi répond en disant « Oui, mais si M. Ricardo pouvait faire tout le travail de l'Angleterre par des machines et laisser les travailleurs anglais sur le bas-côté, il le ferait, parce qu'il ne jure que par le progrès technique. » Et donc, dans la 3e édition des principes de l'économie politique et de l'impôt, parue en 1821, Ricardo crée un nouveau chapitre intitulé « Des machines ». Et là, il répond à Sismondi en disant « J'ai longtemps cru que le progrès technique était synonyme de profit et donc de bien-être pour la population, mais je dois à la vérité de reconnaître que Sismondi a raison sur certains points. Si le profit permet aux capitalistes de s'acheter des œuvres d'art et donc de ne pas le réinvestir dans l'activité, effectivement, ce progrès technique qui crée du profit ne va pas être bénéfique pour la population. A firm makes profits
Une entreprise fait des bénéfices, ses dirigeants peuvent garder leurs profits ou les donner aux actionnaires pour rendre les riches encore plus riches. Ces actionnaires peuvent faire ce qu'ils veulent, s'acheter une plus grande maison ou investir à Wall Street sur les marchés à terme de l'alimentation et causer de la famine. Toutes ces choses sont possibles. Ce n'est donc pas acquis que les profits d'aujourd'hui soient les investissements de demain. C'est une possibilité si vous avez un capitalisme régulé. Si vous dites « Ok, les entreprises sont obligées d'investir », à ce moment-là, les profits sont les investissements de demain. Mais ce n'est pas le cas. Si on regarde les profits des entreprises qui sont à Wall Street, par exemple, de moins en moins de ces entreprises produisent ou vendent des objets. Si vous regardez General Electric, Ford, leurs profits ne viennent plus de la production de voitures. Ils viennent des divisions financières. Pour General Motors, son profit principal vient des crédits accordés aux gens qui achètent des voitures. Ce n'est pas la production de voitures, mais la finance ne devrait pas servir à ça. Et donc, ce capitalisme financier ou ce métacapitalisme, il nous fait peur parce que ces modalités de régulation ne sont pas encore en place, ne sont pas encore stabilisées. Et c'est pour cela que moi, à titre personnel, j'ai beaucoup d'appréhension sur la déconnexion entre le caractère mondialisé de ce capital financier et le caractère national des institutions régulatrices. Et tant qu'on n'aura pas trouvé des modalités de régulation idoines, on risquera d'avoir des charrettes de groupes qui se ferment, de gens qu'on sort du marché du travail, tout simplement parce que on veut faire des profits boursiers. On en est arrivé à un stade où la bourse applaudit lorsqu'on fait des compressions de personnel. Si tout devient tellement favorable à la finance, si on continue à faire baisser les salaires, on ne peut être que pessimiste en disant « vous détruisez votre marché intérieur et à un certain moment, il n'y aura plus de demande ». Les salariés ne pourront plus se payer de vacances, aller au restaurant, aller dans les stades. Tous ces domaines vont cesser d'être profitables parce qu'on a réduit le pouvoir d'achat en étant uniquement favorable à la finance et en menant une politique de salaire extrêmement bas. L'approche de Schmitt est beaucoup trop mécanique. C'est un peu le keynésianisme hydraulique où l'État crée un nouveau programme de retour à l'emploi. Alors on construit des routes, on fait des grands travaux, ça augmente les profits, ça crée des investissements et des emplois. Il a été prouvé que cette mécanique n'est pas aussi automatique. La part des profits étant devenue très grande, en fait, les profits sont utilisés pour reverser directement aux détenteurs de capital, aux propriétaires du capital, des sommes. C'est pour ça qu'on parle tant des dividendes, et que le capital pour sa propre reproduction ou pour l'innovation, les profits sont largement suffisants pour pouvoir assurer cette reproduction-là. Donc c'est intéressant de voir que même, vous voyez, pendant la crise, ce qu'on appelle la grande récession 2008-2009, on avait une crise financière, etc. On aurait dû voir un effondrement de l'investissement par derrière. Mais les profits étaient tellement importants que
en fait, l'investissement, qu'il soit dit tangible ou intangible, c'est plutôt maintenu. Voilà. C'est maintenu et donc aujourd'hui, dire qu'on donnait plus de profits, c'est pas cela qui va faire plus d'investissement. Les profits sont largement suffisants pour assurer l'investissement. Plus de profits aujourd'hui ne signifie pas plus d'investissement aujourd'hui ou demain. Voilà. Et donc, ça permet, ça signifie quoi? Ça signifie que même si on croit dur comme fer à effectivement que l'investissement implique l'emploi, on peut quand même réinterroger la part des profits aujourd'hui, son importance, puisque on peut même la diminuer en fait, c'est ma conviction qu'on peut la diminuer de manière significative sans que ça ait d'impact sur l'investissement. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années aux États-Unis, 90% des profits des grandes entreprises sont distribués aux actionnaires ou sont utilisés pour des rachats d'actions. Comment justifier ces profits? Deux arguments sont avancés. D'une part, le profit serait le signe tangible de la bonne gestion de l'entreprise. D'autre part, il constituerait la rémunération du risque. En fait, le problème, c'est que le profit, tel qu'il est vu chez les néolibéraux, par exemple, c'est pas une fin en soi. Le profit, c'est la motivation. C'est en fait le mécanisme d'incitation qui va pousser les gens à créer et à développer des entreprises. D'accord ? Et normalement, c'est cette envie de profit qui va pousser des entreprises qui est censée en fait pousser des entreprises à développer leur entreprise de façon que ce soit le plus rationnel, le plus optimisé possible. D'accord ? Donc la recherche de la maximisation du profit, c'est un outil d'optimisation. Profite sind schon ein Anreiz. Also ich glaube, je ne pense pas que les profits soient la seule motivation. Wenn Sie sich so einen Elon Musk anschauen mit seinem Tesla, heißt das Auto. Quand vous regardez Elon Musk avec la voiture Tesla, les fusées, etc., au-delà d'un certain niveau, les fondateurs de toutes ces grandes entreprises comme Apple, Google, Microsoft, pour parler des dinosaures, ce sont des entreprises associées au nom de leurs fondateurs. Elon Musk étant le dernier de la liste. Et l'intérêt de ces gens, c'est de développer leur entreprise, de développer leur idée commerciale. Ils veulent que ça fleurisse. Le profit, c'est alors l'indicateur de leur succès, mais ce n'est pas leur motivation. Ils ne le font pas pour l'argent, pas nécessairement pour de l'argent. Et là intervient la question du risque. La question importante, c'est celle du risque. Dans les grandes compagnies de commerce, en particulier, qu'est-ce qui justifie le profit? C'est le fait qu'on va risquer son capital, on va risquer son argent. La personne qui risque son capital, en particulier dans le commerce de mer, c'est quelqu'un qu'on doit rémunérer. On doit rémunérer cette prise de risque. Donc le capital, il devient activité risquée, et c'est parce qu'il devient activité risquée qu'il peut rapporter beaucoup et que le profit devient légitime. La justification du profit, c'est de rétribuer ceux qui prennent des risques. Des gens prennent des risques et gagnent. Mais beaucoup de ces risques ne sont pas des risques productifs. Si je vais au casino à Las Vegas, que j'utilise mon propre argent pour jouer à la roulette ou au blackjack, je prends un risque. Je vais peut-être gagner beaucoup d'argent,
mais mon gain ne remplira pas une fonction sociale. Les travailleurs aussi prennent des risques en prenant un nouveau boulot, par exemple. Si le boulot ne marche pas, ils perdent tout. Mais si le boulot continue, ils ne deviennent pas pour autant de riches capitalistes. Il y a des tas de gens qui courent des tas de risques tous les jours et qui ne font pas de profit. À commencer par les salariés, il y a quand même beaucoup plus d'accidents du travail que d'accidents d'actionnariat. Et pourtant, les salariés finissent pas millionnaires. Moi-même, je fais du vélo dans Paris tous les jours. Je traverse la place de la Bastille. J'ai le sentiment de courir un risque et j'en ressors pas plus riche à la fin. Donc, on pourrait dire que le profit rémunère le risque, mais à condition que le risque soit couru par le capital. Ce qui nous ramène à la question de départ, pourquoi le capital touche-t-il un profit? Si vous regardez le monde de la finance, historiquement, beaucoup de fortunes ont été créées dans ce secteur. D'un côté, on peut dire oui, ces financiers puissants ont pris des risques. Mais est-ce qu'ils ont pris des risques? Ce qui s'est passé en 2008 et 2009 dans la crise financière était très éclairant. Ils ont été protégés des risques par le gouvernement, ils ont pris des risques avec l'argent des autres. Est-ce que c'est vraiment prendre un risque si on ne risque pas son propre bien-être? Si ma banque est trop grande pour faire faillite, je suis protégé. Donc en un sens, leur richesse et leur puissance venaient de leur position, pas des risques qu'ils ont pris. Je ne pense pas que le profit soit la rémunération du risque. Je pense que c'est d'abord des questions de droit d'auteur, des droits de propriété. C'est exagéré de dire que le profit capitaliste est toujours la rémunération du risque. Non, ça c'est un mythe que les capitalistes aiment bien propager. Je pense que c'est simplement qu'on possède les droits de propriété d'une chose que les gens veulent pour une raison X. Le développement des oligopoles conduit les économistes libéraux à considérer que l'explosion des profits repose en réalité sur l'extension des droits de propriété. Aujourd'hui, la rente est la source principale de la fortune des grandes entreprises. C'est-à-dire qu'on est faussement dans un monde de très forte concurrence. Et ce faussement, c'est parce que des acteurs capitalistes se reposent sur une notion que l'on n'a pas encore, dont on a peu parlé pour l'instant, qui est celle de la propriété. Et alors que le droit du travail évoluait peu ou les protections des salariés avaient peu tendance à décliner, le capital, lui, s'est surprotégé dans la même période. C'est-à-dire qu'on a eu une extension du domaine de la propriété, on a privatisé des pans qui sont la connaissance, notamment, mais aussi on a privatisé les bases de données. Vous voyez, ça ne fait que depuis le milieu des années 1990 qu'il a été figé dans le droit européen, après le droit américain, que les bases de données sont sui generis. C'est-à-dire celui qui fabrique la base de données en est propriétaire. Alors qu'évidemment, on pourrait tout à fait dire que les données que vous allez fournir, par exemple, lorsque vous tapez sur Internet, elles vous appartiennent à vous. Non, elles appartiennent à celui qui va les récolter. Donc on a su étendre la propriété. Et cette extension de la propriété fait que, là on peut avoir, quelles que soient les théories économiques que l'on utilise, fait que ceux qui deviennent des gros propriétaires et qui en plus bénéficient de rendements d'échelle que l'on dit être croissants, des effets réseau qui sont très massifs dans les technologies que l'on a aujourd'hui, deviennent des géants
C'est pour ça que je parlais aussi de prégnance souvent de la grande entreprise. Et qui dit géant dit en fait des situations monopolistiques. Et donc on est dans un monde de domination de ces rentes liées aux technologies. Et puis l'autre domination, c'est la rente foncière, puisque dans le même temps, on a vu plutôt une agglomération des activités économiques sur un petit nombre de ce qu'on appelle de villes mondiales. Si vous prenez les 25 premières villes mondiales de l'OCDE, elles pèsent un quart de la richesse globale produite dans l'OCDE. Donc juste 25 villes. C'est vraiment très très peu pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc je vous rappelle que ça couvre pratiquement l'ensemble de l'Europe, l'Amérique du Nord, Japon, Corée, etc. Donc, et cette concentration fait qu'il y a eu le retour d'une rente ancienne, là pour le coup, qui est la rente foncière. C'est-à-dire que c'est celui qui est propriétaire du logement, des terrains, dans ces villes où se concentrent les activités, qui là aussi est en capacité. Qu'est-ce qui est rare? C'est la terre. Et donc, je vais pouvoir extraire une rente sur l'ensemble des acteurs. Donc on a une rente technologique du fait de l'extension de la propriété et une rente qui est une rente qui est foncière à l'ancienne en quelque sorte. Et l'addition des deux fait qu'on est aujourd'hui dans un monde de rente et que on a le profit qui est aussi important que ce qu'il est aujourd'hui, cette part qui a augmenté de plusieurs points à travers le monde parce que on dispose de plus de rentes potentielles et on a su éviter que le travail, lui, puisse récupérer une partie de cette rente. Donc la rente est la condition nécessaire du profit. Là, on a réussi à faire que ce soit à la fois une condition nécessaire et suffisante. Un capitaliste, ça peut être plusieurs choses. Un capitaliste peut être un héritier d'un système économique qui lui a procuré de la rente. Prenez le cas des propriétaires fonciers qui utilisent la rente foncière pour accéder au capital. À ce niveau, ce capitaliste n'est pas un travailleur qui a réussi, c'est un rentier qui a transformé sa rente en travail mort, c'est-à-dire qu'il a acheté du travail via des ressources qui ne sont pas forcément des ressources issues de l'effort fourni par celui qui les possède, mais des ressources issues de l'héritage, de la rente, d'une position dans la société qui vous a donné accès à un certain nombre de privilèges. Le profit se rapporte à la propriété privée. Si on réfléchit à la justification du profit, eh bien, ce qu'on va dire, c'est que, précisément, le profit est perçu par un certain nombre d'agents économiques, aujourd'hui plus nombreux qu'à l'époque du XIXe siècle, et ces agents économiques qui touchent la totalité, dans certains cas, ou une partie du profit, sont des agents qui ne se caractérisent pas par la contribution productive du capital, mais qui se caractérisent par la propriété du capital. Les rentes sont tellement importantes que vous avez toute une série d'acteurs qui ne savent pas quoi véritablement faire. Et donc, de la même manière qu'on peut jouer au casino en ayant une probabilité de gagner, on va jouer dans la finance avec une probabilité sur des outils ultra risqués, etc. Et en plus, ultra risqués, même si le risque final n'est pas si important que cela, puisque ce qu'on a constaté, c'est que lorsque les crises financières viennent, ce sont les États qui viennent au secours du monde de la finance. Cette vision de la rente se fonde sur une théorie développée par les successeurs de Marx, les néoclassiques. Ils arrivent à une conclusion pour le moins surprenante. Dans un marché de concurrence pure et parfaite,
une fois rémunéré le travail et le capital, le profit est appelé à disparaître. On est dans des économies que l'on dit être néolibérales de marché avec très forte concurrence, etc. Et que normalement, la concurrence devrait se traduire par une disparition des rentes. C'est-à-dire qu'au bout du bout, s'il y a la rente, ça veut dire qu'il devrait y avoir de nouveaux acteurs qui rentrent, qui eux aussi vont vouloir un bout de cette rente et gagner des parts de marché, eux, en baissant les prix. Et donc, dans ce mécanisme-là, purement de marché, on devrait avoir une situation où les rentes disparaissent. Et donc, dans cette disparition des rentes, on devrait avoir, puisque le travail, même si le capital peut rogner de plus en plus sur le travail, quand même, au bout du bout, la part des richesses, des vrais profits qui vont aux entreprises devrait disparaître. En gros, s'il n'y a plus du tout de rente, c'est quasi impossible d'obtenir un profit. Le fait que toutes les entreprises, en même temps, essayent aussi de maximiser ce même profit, fait qu'elles réduisent toutes leurs prix de façon qu'à la fin, il n'y a plus de profit résiduel. Donc c'est tout le paradoxe de l'analyse économique. Si le capital était simplement un facteur de production, on ne comprendrait pas que le profit existe. Pourquoi ? Parce que les économistes nous expliquent que le capital a sa contribution productive, et cette contribution productive fait apparaître quelque chose, un revenu, qu'effectivement, les économistes appellent l'intérêt, et non pas le profit. Mais alors où est le profit ? Il n'existe pas. C'est-à-dire que les économistes traditionnels considèrent qu'il existe du salaire, qu'il existe un intérêt, mais il n'existe pas de profit. Alors ça, il faut quand même le rappeler. Il faut quand même rappeler que la notion de profit n'existe que chez certains économistes et non pas chez les économistes, disons, usuels, puisque pour eux, le profit en libre concurrence disparaît. Parce qu'en concurrence pure et parfaite, nous sommes aussi dans une situation optimale, c'est-à-dire dans une situation où le prix de revient et le prix de marché sont égalisés. Un des aspects qui ne manque pas de sel, justement, dans cette présentation, dans cette théorie, pour l'appeler par son nom, on va dire que c'est la théorie néoclassique ou la théorie standard, c'est que le profit n'y existe pas. Plus exactement, le profit se dissout sous l'unique forme de l'intérêt, puisque vous êtes censé modéliser l'économie, vous la représenter avec un entrepreneur qui ne possède aucun capital et qui louerait l'intégralité des moyens de production. Alors, qu'on loue le travail et qu'on paye un salaire pour ça, c'est pas un problème, mais donc les entreprises ne sont pas censées posséder du capital et l'entrepreneur est censé louer les machines, les bâtiments, etc. Alors, ça manque encore une fois pas de sel qu'une théorie qui prétende à l'explication scientifique du système capitaliste en arrive à nier l'existence du phénomène le plus central de cette économie, qui est la recherche du profit, que chaque patron en chair et en os sait très bien qu'il est là pour faire du profit, qu'il est là pour en faire le plus possible et que c'est son job. Effectivement, parce que justement c'est pas une théorie scientifique, mais que c'est une théorie qui vise à dissimuler les faits, un des problèmes, ou une des réussites, d'ailleurs ça dépend l'angle sous lequel on se place, mais de cette théorie néoclassique, c'est finalement de présenter le profit comme un accident, comme quelque chose lié à une situation aberrante, et dans laquelle la norme serait que la forme profit n'existerait pas. La croissance immodérée des profits conduit les économistes libéraux à un étonnant constat. Les marchés dysfonctionnent, ou plus exactement, ils ne fonctionnent pas naturellement. Un régulateur est nécessaire et les néolibéraux attribuent ce rôle à l'État.